Partie 3, partie didactique. Dans cette partie, on va vous demander d'analyser des supports. Ce sont des supports pédagogiques. Donc, en support pédagogique, vous allez pouvoir trouver des fiches de préparation de séquences ou alors des fiches de préparation de séances. Et pour faire le point sur ce que c'est, je vous invite à aller voir le live d'hier qui portait sur la préparation de classe et sur l'analyse de pratique. En support pédagogique, on peut aussi vous donner des exercices qu'un enseignant a donnés à ses élèves. On peut aussi vous proposer des pages de manuels scolaires. On peut aussi vous donner des productions d'élèves. Ce sont des exemples de support pédagogique. Alors, quand vous avez ça sous les yeux, déjà vous pouvez vous demander pourquoi on a besoin de vous les montrer. Donc, ces supports pédagogiques, en les analysant, vont permettre de mesurer votre capacité à prendre du recul sur ces supports. Quand vous êtes enseignant, vous donnez ces supports, c'est-à-dire que déjà vous faites une préparation de classe en amont, et je rappelle que ce n'est pas un caprice de l'institution, une préparation de classe, c'est la base pour être le pilote en fait de vos élèves. Si jamais vous devez monter dans un avion, eh bien vous allez vous assurer que le pilote va avoir checké tout ce qu'il a à checker parce que sinon vous ne lui ferez pas confiance. La préparation de classe, c'est ça. La préparation de classe avant d'arriver face à ses élèves, c'est la liste de tout ce à quoi vous devez penser, de tout ce que vous devez préparer pour vous sentir fort et donc avec cette force permettre à vos élèves de vous faire confiance parce que vous n'allez pas hésiter ou peu, parce que vous allez les emporter dans votre énergie et donc vous allez mieux gérer votre classe. Quand on vous demande d'analyser ces supports pédagogiques, on va mesurer votre capacité à prendre du recul sur votre préparation de classe pour pouvoir réajuster votre pratique. Et pourquoi réajuster votre pratique ? Pour faire progresser chacun de vos élèves. Donc au final, si vous savez analyser votre pratique, vous avez une posture d'enseignant qui permet à chacun de vos élèves de progresser. Et peut-être que vous ne direz pas « cet élève est en difficulté », mais vous direz « voilà ce qu'il m'a proposé, qu'est-ce qu'il sait faire, qu'est-ce qu'il a réussi à faire, quels sont les obstacles que je dois l'aider à surmonter ». Et vous voyez que ça n'a plus rien à voir. Alors bien sûr que cette partie didactique est forcément plus simple pour les enseignants qui ont plus d'expérience. En même temps, quand on vous demande ça au concours, eh bien, c'est pour vous entraîner à prendre ce recul. Parce que quand on est déjà dans la classe, si on ne s'est pas déjà entraîné à faire ça, on n'a pas forcément les réflexes. Et c'est pour ça que pour moi, toutes les épreuves du concours font déjà partie de la formation en fait. Et d'ailleurs, c'est ce que j'explique dans une vidéo dans ma playlist Se préparer au CRPE où je donne du sens à chaque épreuve. Le CRPE, c'est pas juste une formalité. Oui, bien sûr, c'est une formalité parce que sans ce concours, vous ne pouvez pas devenir enseignant. Cependant, si je vois ce concours autrement, je me rends compte que je suis déjà entrée en formation et que je n'ai pas besoin d'attendre d'être en master MEF 2e année pour commencer à me former. Voilà. Chaque épreuve de ce concours est un acte de formation professionnelle. Donc au final, vous n'avez peut-être jamais mis les pieds dans une classe, vous n'avez pas d'expérience, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'intuition, que vous n'avez pas d'esprit critique, que vous n'avez pas de bon sens. Et donc, à force de vous entraîner avant
le concours, eh bien, vous allez acquérir des réflexes pour gérer cette partie didactique. Donc, quand je vous dis de vous préparer, comment vous pouvez vous préparer? Eh bien, moi, je sais que la base, ce sont des annales. Donc, moi, je me réfère, là, ce que je vais vous dire, c'est, je me réfère à ce livre-là. Donc, je ne sais pas si vous le voyez bien, ça doit être à l'envers. C'est Admis CRPE chez Vuibert, le concours 2020-2021, professeur des écoles. Ce sont des annales corrigées en français et en mathématiques. Donc, avec ces annales, vous pouvez faire des entraînements. Ensuite, il y a un corrigé. Donc, vous pouvez comparer ce que vous avez proposé et le corriger. Et vous pouvez voir quel est l'écart entre votre pertinence et ce qu'un correcteur vous propose. Sachant que le correcteur, c'est son avis à lui. C'est-à-dire, avec son expertise, il vous propose une correction. Mais je suis quasiment sûre que si dans différentes annales, vous avez un même sujet, avec différents correcteurs, vous aurez différentes propositions. Donc, il n'y a pas de bonne réponse, en fait. Si vous n'arrivez pas à gérer cette épreuve didactique, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas être un bon enseignant. Parce que dans cette partie didactique, il y a quand même une gestion du stress énorme à faire. Et puis surtout, il est possible que certaines questions soient difficiles à comprendre. Donc c'est pour ça que je vous propose déjà de vous entraîner à gérer votre stress et de vous entraîner à faire ces annales pour vérifier avec les corrigés. Donc ça a l'air facile, ce que je dis, gérer votre stress, mais en même temps je sais que c'est compliqué et c'est pour ça qu'il y a une playlist sur ma chaîne YouTube qui s'appelle « Se préparer au CRPE » et dedans il y a plein de vidéos avec Pascal Bianic qui est coach en développement personnel qui vous permettent de gérer votre stress, de gérer votre organisation. Donc ça peut vous servir. Moi, ce que je vous propose, c'est une façon de faire et il y en a plein d'autres. Donc déjà, comment je vais pouvoir gérer cette partie didactique? Eh bien déjà, il faut que je mette les choses en rapport avec les demandes institutionnelles. Donc que je sois au fait des programmes, au fait des documents d'accompagnement. Parce que souvent, on me demande si les supports pédagogiques proposés sont pertinents par rapport à l'âge des élèves, à la demande des programmes. Donc déjà, une première chose, c'est d'être en phase avec les demandes institutionnelles. La deuxième chose, c'est que on va vous demander de peut-être une possibilité, c'est de concevoir, d'analyser et de concevoir une séquence d'enseignement ou une séance d'apprentissage. Et là, eh bien, il faut que vous soyez au fait de ce qu'on vous demande dans la préparation de classe. Donc, d'une part, les programmes à lire et à comprendre. D'autre part, qu'est-ce que c'est une préparation de classe? Et ça, j'en ai parlé dans le live d'hier. Et puis ensuite, analyser les productions des élèves. Comment faire? Eh bien, je vais pointer ce que je vois de réussi, mais pour pointer des réussites, il faut encore que je sache ce qui est demandé, ce qui est enseigné, que ensuite j'analyse les erreurs, que je pointe les erreurs pour comprendre le processus de l'élève. Je vais m'arrêter sur la question de Lily CRPE 2020 qui dit que quand elle fait des annales avec une séquence séance analysée, elle voit toujours beaucoup de points positifs. Oui, c'est vrai. Donc, je participe aux annales de Vuibert dans la partie 3 didactique du français. Je participe à la correction. Et il n'y a qu'une seule fois dans les sujets que j'ai traités où j'ai vu une séquence qui n'avait aucun sens. Aucun sens pour moi. C'est-à-dire que pour moi, elle n'était pas logique du tout, parce qu'elle ne ciblait pas une compétence, un objectif, qu'elle partait dans tous les sens et que moi, je n'arrivais même pas à cibler ce que l'enseignant voulait enseigner. Donc,
dans votre vision des choses, bien sûr qu'il est possible qu'on vous propose la séquence parfaite, mais en quoi elle est parfaite? Et c'est là que votre analyse commence. C'est-à-dire que vous avez une séquence ou une séance d'enseignement, vous la trouvez très bien, mais très bien c'est un jugement de valeur, et du coup il va falloir argumenter. Donc cette séquence répond à une demande du programme. Elle cible un objectif dans ce domaine d'apprentissage qui est en lien avec cet attendu de fin de cycle. Il y a tant d'étapes qui permettent de façon progressive, qui permettent aux élèves d'atteindre l'objectif. Dans les modalités de travail, je me rends compte que les élèves sont sollicités, impliqués, que donc la posture de l'enseignant permet une interaction entre élèves. Enfin, voilà, vous argumentez quoi. Tout est question de justification. Argument, que ce soit bien ou pas bien. Vous devez argumenter. Un jugement de valeur tout seul, ça n'est pas conséquent. Ça reste trop succinct. Je réponds à Barbara qui dit qu'elle pense que c'est très peu critiquable négativement. Mais moi, je ne parle pas de critique négative. Hein. Je parle de possibilité d'amélioration si nécessaire. Mais si ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas un souci. Vous devez juste l'analyser, vous ne devez pas la critiquer. Donc, j'analyse ce que j'ai face à moi et dans mon analyse, je me rends compte que ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Peut-être qu'on aurait pu rajouter ça pour répondre à cette exigence-là. Mais donc, vous êtes vraiment dans une analyse. Déjà, quel rapport avec les demandes institutionnelles? Quel rapport avec les programmes? Dans la séance ou la séquence qu'on me propose, qu'est-ce qui correspond aux demandes institutionnelles, à la mise en réussite des élèves, à l'objectif visé? Est-ce que les activités proposées sont en lien avec l'objectif? Est-ce que les modalités de travail permettent aux élèves d'être impliqués? Est-ce qu'il y a une évaluation de prévue? Et par rapport à l'évaluation, je parle d'évaluation positive. Et là, je vous renvoie au live sur l'évaluation positive parce que là, pour moi, une séquence qui dit séance 1 découverte, séance 2 institutionnalisation, séance 3 entraînement exercice, séance 4 évaluation sommative, comme je vois tout le temps, eh bien ça, déjà, c'est pour moi une analyse à faire en quoi l'évaluation sommative répond aux demandes institutionnelles. Et non, en fait, on demande une évaluation positive, c'est dans la loi. On demande une évaluation positive, donc là, vous pouvez axer votre regard sur la façon dont l'enseignant, dans sa séquence, a prévu de suivre les progrès de chacun de ses élèves. Et s'il propose une séance 5 ou 4 avec une évaluation sommative, vous pouvez poser la question. En quoi l'évaluation sommative va permettre à tous les élèves d'être en réussite? Serait-il possible de proposer des critères de réussite à chaque étape de la séquence? Prévoir plus d'entraînement en fonction du niveau de chaque élève pour permettre à chaque élève de se voir progresser. Donc, vous pouvez axer votre attention sur des points. Quel type d'évaluation? Quel type d'interaction? Quelle posture de l'enseignant se lit à travers la séquence? Pour les productions des élèves, de la même façon, vous voyez ce qui est réussi et ce qui demande à être travaillé. Pour savoir ce qui est réussi, il faut que je sache quel est l'objectif que je vise. Et donc, qu'en fonction de l'objectif que je vise, je puisse lister mes critères de réussite. Alors, je vais refaire une parenthèse par rapport aux critères de réussite. Les critères de réussite permettent de fixer des objectifs intermédiaires
avant d'arriver à l'objectif de séquence, voire de séance. Ces objectifs intermédiaires, ce sont des toutes petites réussites, toutes petites, qui vont permettre à chaque élève de se sentir en réussite parce que oui, ils viennent d'atteindre cet objectif-là et donc ils s'en fixent un autre. Ce qui fait que quand j'ai ma liste d'étapes comme ça de réussite et donc tous ces critères, eh bien je peux observer une production d'élèves et me dire quels sont les critères de réussite qu'il a déjà validés. Donc j'avais pris l'exemple d'une addition à poser et à effectuer dans le live sur l'évaluation positive. Je reprends le même exemple. J'ai des additions avec retenue devant moi. Est-ce que les élèves ont aligné unité avec unité, dizaine avec dizaine, centaine avec centaine? Oui, donc déjà il sait faire ça. Il a compris, en sachant faire ça, il a compris la nature des unités. Ça c'est un. Ensuite, est-ce qu'il a mis le signe de l'opération? Le signe qu'on demande? Oui, donc il connaît les signes mathématiques. Est-ce qu'il a commencé à compter par les unités? Est-ce qu'il a mis les retenues? Est-ce qu'il a inclus les retenues dans son calcul? Et vous voyez que là, j'ai déjà 5 critères de réussite. Donc si jamais je vois des additions posées avec des résultats qui sont erronés, avant de dire cet élève ne sait pas additionner, ne sait pas poser et effectuer une addition, je vais faire un chemin inverse pour savoir quelle est l'étape, quel est le critère de réussite auquel il n'a pas encore accédé. Et c'est ça l'analyse de production d'élèves. Je comprends ce qu'il sait faire, pourquoi il sait le faire, donc qu'est-ce qu'il a compris qui lui permet de savoir faire ça, et je vois quelles sont les étapes de la procédure qu'il n'a pas encore enclenchée, qu'il n'a pas encore mis en place. Quand je sais ça, je peux proposer un accompagnement personnalisé. Je peux constituer des groupes homogènes avec des élèves qui ont la même étape à atteindre. Je peux réaliser des groupes hétérogènes avec des élèves qui vont s'entraider ou des binômes avec un tutorat. À partir de cette compréhension, je peux proposer des modalités de travail. Les critères de réussite en maths pour Céline CRPE, c'est plus simple. En français, c'est plus complexe, sauf pour évaluer l'oral, effectivement. D'après Céline, c'est plus complexe. Pour évaluer l'oral, moi, je ne connais pas les critères de réussite que Céline a en tête. Pour moi, en français, c'est plus simple parce que c'est ma partie, en fait. Et si vous voulez avoir des idées de critères de réussite, je vous invite à aller feuilleter en ligne mon album de réussite. Je l'ai montré dans l'évaluation positive aux éditions Retz. Sur le site des éditions Retz, vous pouvez feuilleter mon album de réussite en maternelle et mon album de réussite en cycle 2. C'est un fichier d'élèves qui, pour arriver à un attendu de fin de cycle, vous propose des étapes, propose aux élèves des étapes. Et en vous basant sur ces étapes, vous aurez une idée des critères de réussite que vous pouvez envisager en français. Voilà, là, ça me permet d'avancer plus vite, surtout que j'en ai parlé dans le live sur l'évaluation positive. Alors, quand j'analyse les réussites et les erreurs dans des productions d'élèves, je vais parler de la cohérence entre l'exercice proposé et l'objectif visé, la pertinence. Je vais argumenter, c'est-à-dire que je ne vais pas dire « je pense, je crois ». Dès que vous commencez à écrire « je pense, je crois », vous pouvez vous dire « il y a un problème ».
vous n'avez rien à penser ni à croire en fait. Vous devez argumenter et faire des propositions sur la base de ce que vous connaissez par rapport au programme et par rapport à la didactique et par rapport à la théorie et par rapport aux sciences. Donc vous devez expliquer, vous devez commenter, vous devez aussi proposer une conception différente, bref, faire des propositions. Une fois que vous êtes face à cette partie 3, comment vous pouvez procéder pour vous organiser ? Bien, la première chose à faire, c'est déjà de passer du temps sur l'observation des documents, sur l'observation de ces supports pédagogiques. Si vous êtes trop rapide, il est possible que vous passiez à côté du fond. Ne pensez pas perdre du temps à observer ces documents pour en comprendre vraiment la teneur et le lien, parce que souvent il y a 2-3 documents et ils sont liés. Donc si vous n'avez pas pris le temps de comprendre le lien entre ces documents, vous allez peut-être passer à côté de la question qu'on vous pose. En même temps, on vous pose plusieurs questions qui vous permettent de cibler votre observation. Donc, vous pouvez lire les questions, regarder les documents, associer les documents aux questions et vous faire un avis sur ce que sont ces supports pédagogiques proposés. Dans les annales de Vuibert que je connais, il y a une partie qui vous propose une stratégie. Donc si on se dit 1h30 sur la partie 3, moi je vous invite à vous poser bien 10 minutes sur la lecture des consignes, des questions et des supports pédagogiques. 10 minutes, un quart d'heure pour être sûr de comprendre l'origine de ces supports, d'où ils viennent. Est-ce que ça vient d'un manuel scolaire? Est-ce que ça vient d'élèves de CP ou de CM? Est-ce que ça vient... est-ce que c'est une production de l'enseignant? Est-ce que c'est issu d'un album de littérature de jeunesse? Vraiment en comprendre l'origine. Ensuite, savoir de quel domaine du français on parle, puisque en français, c'est mobiliser le langage dans toutes ses dimensions en maternelle. Vous avez l'oral, l'écrit. Donc déjà, est-ce que ça fait partie de l'oral ou est-ce que ça fait partie de l'écrit? Ensuite, en cycle 2 et 3, français, vous avez langage oral, étude de la langue, lecture et compréhension, écriture. Donc, de quel domaine il s'agit et quelle est la compétence visée, quel est l'objectif qu'on veut atteindre, quel attendu de fin de cycle ça sert. Quand vous avez tout ça, vous allez pouvoir envisager une logique. Et donc, cette logique passe par la déduction que vous allez faire en observant ces documents. Donc, l'observation des documents, ça veut dire que vous les présentez. Pour vous, cette présentation des documents, elle peut être essentielle même en introduction de votre partie 3 avant d'aller bille en tête à la question 1. Sauf si vous manquez de temps. Ça c'est sûr, si vous manquez de temps, allez directement à la réponse aux questions. Sinon, cette présentation peut poser les choses et faire office d'introduction. Donc, observer, c'est ce qu'on voit. C'est ce qui est explicite et c'est ce qui permet de montrer votre compréhension du sujet. Ensuite, la déduction, c'est ce qui est implicite, c'est votre analyse, c'est ce que vous comprenez des documents qu'on a mis à votre disposition. Donc, à quoi ils servent? Quel est leur rôle? De quoi ils témoignent? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils apportent? Est-ce que ça montre les acquis des élèves? Est-ce que ça montre la logique de l'enseignant? Est-ce que ça aide à la préparation de la classe? Est-ce que... en fait, le rôle est
leur apport, ça va bien plus loin que la simple observation, puisque vous envisagez un contexte. Vous mettez ces documents dans un cadre. Ensuite, dans l'analyse, c'est important de dire comment on s'en sert. Est-ce qu'on s'en sert pour évaluer? Est-ce qu'on s'en sert pour anticiper? Est-ce qu'on s'en sert pour aider les élèves à progresser ou pour savoir d'où ils partent? Est-ce qu'on s'en sert pour introduire une notion ou pour entraîner? Donc, en fin de compte, il faut savoir comment vous pourriez vous servir des supports qu'on vous propose. Après, bien sûr, c'est en fonction des questions qui seront posées dans la partie 3, hein. Là, j'essaye de vous donner des exemples d'analyse, mais il y en a qui seront peut-être inutiles en fonction des supports proposés et en fonction des questions posées. Parfois, on vous demande d'envisager ce qu'il s'est passé avant pour que les élèves puissent en arriver là. Donc là, on vous demande de proposer une préparation de séquences qui serait en amont des productions d'élèves ou des supports pédagogiques proposés. Donc, quel est le chemin qu'on pourrait faire pour en arriver là? Et de la même façon, on pourrait vous demander comment prolonger. Qu'est-ce que vous proposeriez pour aller au-delà de ce qu'on vient de vous montrer? Mais on peut aussi vous demander de concevoir la séquence pour arriver à ces supports pédagogiques. Donc, il est nécessaire de savoir concevoir une séquence. Pour qu'une séquence soit pertinente, il faut qu'elle réponde à la logique de la didactique. C'est-à-dire qu'en français, les élèves doivent avoir un support pour pouvoir comprendre, apprendre, déduire, envisager une notion. Donc, est-ce que le support proposé correspond à l'objectif visé? Est-ce que la consigne donnée est en lien avec ce que je veux faire travailler? Est-ce que les modalités de travail permettent à mes élèves d'atteindre ce que je vise? Je vais parler des modalités de travail parce que souvent, la tradition, c'est que je donne un exercice, je suis en entraînement par exemple, hein, je donne un exercice à faire à mes élèves, et puis ensuite, c'est individuel, et puis ensuite, on fait une correction collective. Cette tradition est en fait un contrôle, parce que mes élèves n'ont pas le temps de réfléchir en fait. Ils sont face à un exercice, ils doivent donc le faire, et moi je ne vois pas ce qu'ils ont compris, ce qu'ils n'ont pas compris. Je vais attendre qu'ils aient fini l'exercice pour faire une correction, et je sais qu'ils ne vont pas tous écouter la correction de toute façon, donc ce sera peut-être stérile. Donc si jamais je veux que dans ma séquence, cette séance-là soit une séance d'entraînement, quelle modalité de travail est proposée pour que mes élèves soient en réflexion? Voilà. Est-ce que mes élèves réfléchissent? Est-ce qu'ils réfléchissent entre eux? Est-ce que je leur laisse du temps pour qu'ils raisonnent, qu'ils fassent des erreurs, qu'ils reviennent eux-mêmes sur leurs erreurs, et que du coup, la correction ait une vraie valeur pédagogique? La pertinence que je vois et qui permettra à mes élèves de progresser et d'atteindre l'objectif que je vise. Ensuite, dans les supports que j'ai sous les yeux, je cherche quel accompagnement on propose. Est-ce que c'est l'accompagnement de l'enseignant qui est individualisé? Est-ce que c'est un accompagnement collectif? Est-ce que je
peux envisager un accompagnement, moi, à la suite de la production d'élèves que je viens d'observer et d'analyser. En fait, quelle est ma posture? Comment je me positionne pour permettre à mes élèves d'aller au-delà de ce qu'ils savent déjà? Surtout, quelle évaluation possible? Et je répète, moi je parle d'évaluation positive, sinon on est dans un contrôle. Donc il est possible, par exemple, que dans la partie didactique, on vous propose des supports pédagogiques avec une note, avec un smiley, avec une lettre, et vous pouvez avoir votre œil qui se fixe dessus et en posant la question, à quoi sert cette annotation? En quoi ça va accompagner les élèves? Est-ce que cette note est un score et que donc on va montrer à l'élève qu'il a un score de plus en plus élevé parce qu'on l'aura amené plus loin? Est-ce que c'est objectif parce que ça s'appuie sur des critères de réussite? Donc en fait, tout ce que vous connaissez déjà doit être au service de cette partie 3. Et donc enfin les prolongements possibles, ça c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Une fois que j'ai compris ce que mes élèves savaient faire, une fois que j'ai compris ce que mes élèves avaient besoin de travailler, eh bien qu'est-ce que je propose ensuite? Donc cette liste-là, dans l'analyse que je vous répète, c'est quel est le rôle des documents qui sont face à moi? Qu'est-ce qu'ils apportent? De quoi ils témoignent? Comment je peux m'en servir? Comment on a fait pour en arriver là? Quelle est leur pertinence? Toujours par rapport aux demandes institutionnelles et par rapport à la didactique. Comment j'accompagne mes élèves à partir de ce que j'observe et de ce que j'analyse? Quelle évaluation je peux proposer? Et quels sont les prolongements que je peux envisager? Bien sûr, cette liste n'est pas à traiter pour chaque partie 3 parce que ça va dépendre des supports pédagogiques qu'on va vous proposer et puis surtout, ça va dépendre des questions qu'on va vous poser. Donc, comment traiter la partie 3? Je vous propose déjà de prélever des indices dans chacun des documents proposés, dans chacun des supports pédagogiques. Donc, ces indices vont vous permettre d'observer très précisément chaque document. Ensuite, ces indices vous permettent aussi de vous donner des indications qui sont implicites et surtout des éléments qui ne figureraient pas dans les questions. Donc ça vous permettrait d'enrichir vos réponses aux questions posées et on verrait justement que vous avez cette faculté de porter votre attention sur des éléments importants. Ensuite, grâce à ces indices, vous pouvez présenter les documents en introduction et vous répondez aux questions une par une. Dans l'ordre, c'est intéressant. Alors, bien sûr, dans l'ordre sur le devoir que vous rendez. Mais alors, pourquoi dans l'ordre? Parce qu'en général, elles sont organisées, elles sont progressives. Et souvent, une question amène à l'autre question. Mais si la première question vous tétanise, vous bloque, alors sur votre brouillon, passez tout de suite à une autre question qui vous rassure. Parce que si vous restez bloqué et en stress sur la première question, ça veut dire que vous n'allez rien traiter du tout parce que vous allez être paralysé. Donc, oui, sur le travail que vous rendez, vous répondez aux questions dans l'ordre, mais sur votre brouillon, vous pouvez aller d'abord sur la question qui vous parle le plus et qui vous inspire le plus pour vous mettre en énergie, vous donner confiance et ensuite aborder les questions qui vous paraissent un peu plus complexes. Surtout,
vous argumentez en vous appuyant sur vos connaissances. Et ces connaissances, elles viennent d'où ? Elles viennent de votre connaissance du programme, elles viennent de vos lectures en didactique, elles viennent des apports scientifiques, des expérimentations qui auraient pu se faire et dont vous avez pris connaissance. Donc en fait, votre culture est vraiment très importante. Vous n'êtes pas obligé d'organiser vos réponses sous la forme d'un plan. Vous pouvez aller au plus rapide et dire question 1, c'est celle-là, question 2, c'est celle-là, et vous mettez votre réponse en dessous. Mais de toute façon, ces questions génèrent un plan. Si vous devez analyser les productions de plusieurs élèves, vous avez plusieurs possibilités. Déjà, vous pouvez avoir une vision d'ensemble. Parce que ces élèves en général viennent de la même classe. Donc si vous avez la production de plusieurs élèves, vous pouvez avoir des indices sur la constitution de la classe et sur le fait qu'elle soit, alors bien sûr hétérogène, mais ça, toutes les classes sont hétérogènes, sauf que il y a peut-être d'énormes différences dans les productions qu'on vous propose ou peu de différences. Quand vous voyez ça, ce n'est pas pour comparer les élèves entre eux et dire « cet élève est en difficulté », non, c'est pour avoir une vision d'ensemble de la classe et choisir une posture enseignante qui va permettre d'accompagner chacun de ces élèves. Ensuite, je peux, après avoir eu cette vision globale, m'appuyer sur certaines productions une à une parce que je devrais peut-être cibler les obstacles ou les réussites de chacun de ces élèves. En ayant comparé ces productions, j'arrive à cibler les besoins identiques ou différents et donc proposer des modalités de travail ou des contenus appropriés. Donc vous voyez que quand vous avez plusieurs supports, c'est important d'en avoir une vision globale, d'en avoir une comparaison et d'en avoir une vision personnalisée. Et enfin, faire preuve d'esprit critique. Qu'est-ce que c'est ? C'est dire ce qui va et argumenter. Dire ce qui manque et argumenter et faire des propositions. Anticiper les difficultés, donc quelles difficultés vous pourriez envisager par rapport à la mise en œuvre, par rapport aux réponses des élèves, par rapport à l'âge des élèves. Et donc ce qui va, ce qui manque, quoi anticiper et peut-être faire des propositions pour compléter. Voilà, pour aller plus loin. Donc, vous voyez que là, j'ai tenté de répondre à des éléments qui vous permettent de prendre du recul sur la partie 3. Tout ce qui concerne la didactique, ce sont des lives différents. Il y a eu déjà des lives sur l'évaluation positive. Il y aura un live sur l'école inclusive. Il y aura un live sur la classe flexible. Et en fait, même dans les vidéos que vous pouvez trouver sur ma chaîne, vous avez des éléments sur l'écriture, sur l'oral, et vous pouvez vous en servir. Ce que je vous invite à faire là, c'est de vous nourrir. Cultivez-vous vraiment, lisez, comparez, entraînez-vous et engrangez vraiment beaucoup de culture pour vous permettre d'argumenter et de prendre du recul. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous souhaite de bien gérer votre stress. Passez une belle journée et à très vite. Au revoir.